faire une rencontre à la suite de cette projection en ouvrant un petit peu les questions que le film pose à d'autres constructeurs et en l'occurrence constructrices de marionnettes. Voilà, et moi j'avais envie de poursuivre un peu des différentes thématiques qui traversent le film avec Pascal et avec Fleur, que je vais présenter très rapidement en espérant pas dire de bêtises et elles me corrigeront si j'en dis. Enfin voilà, le film, bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le réaliser. Une des choses qui sont en fait construites après l'idée même du film et que voilà, ces trois constructrices que vous avez découvert ou redécouvert dans le film font un peu partie d'une même école de marionnettes, je dirais, une école très liée au théâtre et au texte, une école voilà, et il m'a semblé pertinent d'inviter des constructrices qui viennent un peu d'autres manières de faire des marionnettes, je dirais, de manières de faire des spectacles. Et j'avais envie de poursuivre sur les questions de la transmission, des influences, de la formation, qui me semblent des questions importantes, qui sont d'autant plus importantes pour nos constructeurs et constructrices aujourd'hui où le métier se développe, s'organise, se pose tout un tas de questions sur lui-même. Voilà, donc Pascal, si je ne me trompe pas, tu as démarré, ou peut-être tu faisais beaucoup d'autres choses avant, avec Philippe Gentil. Et du coup, je vais te laisser présenter un peu ce parcours-là et cette initiation-là. Et Fleur vient plus des arts plastiques et aussi d'une formation scientifique parce qu'on vient de partout pour faire des marionnettes. Et pareil, je vais te laisser raconter un peu voilà, comment vous avez commencé à construire et déjà ça, comme question. Moi je veux bien commencer sur comment j'ai commencé à construire. Aux origines, j'ai découvert la marionnette dans un petit festival qui s'appelait Marionnettes en campagne. Et c'est vrai que je pratiquais des choses autour des arts plastiques, beaucoup de la photo et de la sculpture jusque-là, mais sans en voir vraiment de débouchés. Quand j'ai découvert la marionnette, je me suis dit c'est là que je vais m'exprimer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à construire. J'ai commencé à prendre des bouquins d'art appliqué qui expliquaient comment fabriquer des masques, des marionnettes, faire des émaux, tout ça. J'ai essayé toutes ces techniques-là pour fabriquer des personnages dans le vide comme ça. Et puis au bout de quelques années, 5, je me suis mis à être... après un stage avec Pascal, je me suis mis à être marionnettiste professionnelle. Ah ouais? Ouais. Voilà, sur comment j'ai commencé. Et toi, Pascal, comment tu as commencé? Moi, comment j'ai commencé j'ai commencé, je repensais à ce que tu nous avais demandé en amont, les origines. En fait, je pense que c'est la faute à mon père, tout ça. J'avais un père qui dessinait très bien et qui a tout au long de sa vie dessiné dans plein de circonstances. C'était pas son métier du tout, il était mécanicien dans l'aviation. Et par contre, il avait le goût de fabriquer lui-même des choses, il nous faisait les jouets lui-même. Il s'est fabriqué un tour, il s'est fabriqué une forge, enfin bon, des choses comme ça. Et moi, j'étais la fille aînée de la famille, et c'était un peu comme disait Émilie Valentin, je ne pouvais pas devenir ébéniste puisque j'étais une fille. Et là, moi, je suivais mon père un peu dans l'atelier, et on est 3 filles. J'ai 2 sœurs. Du coup, il nous a transmis cet amour du dessin. On a dessiné tout le temps depuis toute petite. Et je voulais être dessinatrice, donc forcément. Et puis, parallèlement à ça, quand j'étais petite, je faisais de la danse.
classique, et avec une professeure dans un village où on avait un spectacle de fin d'année avec costume dans le théâtre municipal, et je suis tombée amoureuse du théâtre, mais du lieu en fait, avant tout. Je me sentais chez moi, et du coup j'ai dessiné, je faisais de la danse, et puis après au collège j'ai fait du théâtre, et puis j'étais déchirée entre le dessin et le théâtre et j'ai toujours fait les deux. Et du coup, quand je suis venue à Paris, j'habitais dans le sud de la France, je suis venue à Paris pour faire l'école Jacques Lecoq, qui n'est donc pas une école de théâtre basée sur le texte, mais plutôt basée sur l'analyse du mouvement. Et bien là, après cette école, j'ai rencontré la compagnie Philippe Gentil, qui cherchait une jeune fille ayant fait de la danse et sachant coudre. Donc je me suis dit, c'est pour moi. Pour spectacle de marionnettes. Mais alors là, la marionnette, je me disais, oh là là, ouais, marionnette, art mineur, pour les enfants, tout ça. J'étais pas partante. Et puis quand j'ai vu les marionnettes que j'avais vues à la télé quand j'étais petite, je me suis dit, tiens, c'est drôle, ça me dit quelque chose. Et puis je suis tombée sur ce monsieur, Philippe Gentil, qui avait ce petit œil pétillant et cette exigence aussi qui m'a fortement rappelé celle de mon père. Je me suis dit, et en fait, quand je l'ai vu manipuler et quand j'ai vu les marionnettes qu'il dessinait, qu'il fabriquait à cette époque-là lui-même, je suis tombée amoureuse du personnage, de ce qu'il faisait. Et je suis rentrée dans cette compagnie, et en fait, j'ai pu allier les arts plastiques, puisque à cette époque-là, dans la compagnie, tout le monde fabriquait, manipulait. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est lui qui m'a appris donc, une technique de fabrication de marionnettes bien particulière. Et après ça, j'ai continué à travailler avec des gens qui étaient de la famille de l'école Lecoq et de la famille Gentil, puisque c'est un peu, ça s'interpénètre pas mal, ces deux familles. Et voilà, et du coup ça a commencé comme ça. Et je n'ai pas ma compagnie, alors je ne sais pas si toi Flore tu as une compagnie et tu crées tes spectacles. Je fais mes spectacles sous un nom de compagnie, mais elle n'existe pas réellement. Il n'y a pas d'existence juridique de cette compagnie en fait. Ah oui, ouais. C'est fort ça. C'est l'héritage Philippe Gentil, on est un peu magicien chez les marionnettes. Chez les marionnettistes. Disparaît au moment où c'est ça. Et tu parlais de technique de construction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous préciser ce que c'était ? C'est la question que je voulais poser. Moi Ouais. Alors les techniques de construction, en fait Philippe Gentil, il s'est inspiré, enfin il a beaucoup puisé à toutes les sources de la marionnette un peu dans le monde. Et essentiellement, moi quand j'y étais, on fabriquait des marionnettes de type bunraku, en fait, des marionnettes entières, manipulées à 2 ou 3 personnes, parfois manipulées seules aussi quand elles n'avaient pas de pied. Et du coup, c'était de la résine, de la mousse, du fer, du bois pour les squelettes. Et voilà, du tissu, fallait coudre, c'était un peu sectorisé, il y avait les gens qui faisaient plutôt de la couture, et puis les autres qui étaient plutôt à la soudure, sur des grosses machineries, et puis moi je sculptais, quand lui faisait une jambe droite, je faisais la jambe gauche, voilà, donc ça c'était un apprentissage, mais ces techniques-là de fabrication. Et juste avant d'entrer dans la compagnie Gentil, pendant que je faisais l'école Lecoq, j'ai commencé par un stage de fabrication de masques et de jeux masqués, parce que je suis aussi comédienne à la base, et le masque me plaisait beaucoup. Enfin, je pense que c'est vraiment la même famille, en fait, pour moi en tout cas, c'est que la marionnette. Et du coup, je fabriquais des masques avec un monsieur qui s'appelait Cyril Dive et qui a formé, en tout cas, qui a, dans son sillage, avait Didier Moutura, Thierry François,
et qui ont fabriqué des masques pour François Cervantes, et puis en fait qui ont une technique de masque, qui font partie des facteurs de masques. Alors eux, ce qu'ils faisaient, c'était de la pâte à bois. Ils fabriquaient eux-mêmes leur pâte à bois avec de la sciure de bois, du plâtre et de la colle à bois, il me semble. Et il y avait un peu de résine et un peu de fibre de verre dedans pour consolider parfois. Et puis après, toute une technique de peinture et tout ça. Mais si vous voulez des détails, il y a Enat qui est derrière, qui a été aussi leur bras droit pendant longtemps. Et voilà, c'était ça en fait. Et la technique de masque, c'était... Cyril Dive, il nous faisait travailler le flamenco et le théâtre no en même temps. Lui, il jouait de la guitare, il était d'origine gitane et il nous faisait faire des échauffements avec guitare flamenco et mouvements de no japonais. Et ça a vraiment à voir, c'est étonnant. Voilà, c'est des parenthèses. Et toi, Fleur, d'un point de vue un peu technique, je dirais, est-ce que tu as, dans tes formations, dans tes rencontres, est-ce qu'il y a des choses... Alors, moi, j'ai pas de technique privilégiée, en fait. Je fais beaucoup de choses différentes. Je fais des marionnettes d'ombre, mais pas des marionnettes noires, plutôt des marionnettes en polycarbonate coloré que j'ai appris avec la compagnie Giokovita. J'ai appris bien sûr la résine et la sculpture de mousse, un peu avec Pascal, un peu avec d'autres. Je fais aussi pas mal de scénographie. J'ai fait beaucoup de formations à l'atelier d'Archétal. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais Greta, elle fait venir beaucoup de constructeurs de marionnettes du monde entier avec des techniques particulières, voilà, Frank Zonler en fil, voilà, des choses comme ça. Moi, j'aime surtout, en fait, en construction, je me base. Pour moi, ce qui est important, c'est le mouvement. C'est ça qui donne la vie, à l'objet qui est sur scène, qui est un personnage figuratif ou pas. Et du coup, ma technique, ça va être de faire des prototypes assez vite fait de l'objet à manipuler. Et je prends une demi-journée, 1 heure, 2 heures, ça dépend de la complexité, 2 jours, ça dépend de la complexité. Et puis ensuite, le faire éprouver au plateau. Et puis voir comment ça bouge, est-ce que ça répond à ce qu'on veut, est-ce que ça fait naître d'autres envies, d'autres chemins, voilà. Et puis de revenir après avec des maquettes plastiques qui ont été faites à part, des pâtes à modeler en général, des dessins, des croquis, et puis ensuite assembler le tout pour fabriquer une marionnette définitive. Voilà. Et du coup, tu dis que tu es allée beaucoup chez Greta, à Oui. Archétal, puisque maintenant tout le monde voit très bien qui est Greta Brugman, ce que peut faire l'atelier d'Archétal. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience d'élève, je ne sais pas si on dit ça, mais de stagiaire là-bas, ou des différentes collaborations que tu as pu avoir avec elle. Alors, moi, tous les stages que j'ai effectués dans l'atelier, de tous les stages que j'ai effectués dans l'atelier, je crois me souvenir que d'aucun Greta n'était l'enseignante. J'ai suivi les formations de Julia Skrutova en scéno, Marius Reich en scéno, et de la formation de marionnette Bunraku, je suis désolée, une formation de marionnette à fil, j'ai pas le nom en tête des gens qui l'ont suivi, mais Greta, elle était là, et presque en même temps qu'elle nous accompagnait, elle nous faisait naître. Greta, c'est vraiment une accoucheuse de marionnettiste et une accoucheuse de projets. Quand je pense à elle, je pense toujours à la phrase « il faut essayer ». C'est vraiment sa phrase. Elle ne sait pas d'avance si quelque chose va réussir ou pas. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'il faut l'essayer et il faut tenir à son idée. Elle dit en permanence « fais-toi confiance ». Voilà. Elle était plutôt en soutien des formateurs qui étaient là pour accompagner la formation des
des gens qui suivent ces formations. Voilà. Et ouais, pour moi, ça se voit peut-être pas, mais Greta, c'est une grande chercheuse en fait. Elle adore expérimenter, chercher, faire éprouver au plateau. Et puis aussi, elle adore regarder les jeunes marionnettistes devenir marionnettistes. Ça, je pense. Pour poursuivre, et puis avant d'échanger un peu avec la salle, comble, j'ai envie de vous demander un peu quelles sont vos influences plastiques, où est-ce que vous allez piocher ce qui va vous guider dans la construction de vos spectacles, de vos marionnettes. Moi, je suis extrêmement influencée par le cinéma, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'influence tout le temps. Du cinéma de Méliès au cinéma plus contemporain. Voilà, au-delà de tout, je crois que c'est ça qui reste tout le temps pour aller chercher des références. En fait, c'est là que je vais. Moi, la particularité, c'est que je ne fais pas mes créations, en fait. Donc, je suis toujours au service d'un projet et la plupart du temps au service pas de marionnettistes, Ouais. au service de gens de théâtre, ou de danse, ou de danse. Et donc, du coup, il y a souvent quand même une esthétique qui est déjà là, qui est pressentie. Et alors, bon, à force, les gens, enfin, c'est souvent parce qu'ils ont vu mon travail dans d'autres productions qui font appel à moi en tant que constructrice. Donc, bon, forcément, je dois avoir un style. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour analyser et identifier, mais après, les recherches, elles sont selon le projet. Il y a eu des fois où on s'est inspiré de Miro, on a fabriqué des marionnettes, c'était que Miro, la peinture, des formes qu'on avait prises de ces sculptures aussi. Après, c'est aussi des rencontres avec des matières. En fait, comme tu parlais du plexi, je ne sais plus comment tu t'appelles. Polycarbonate, voilà. Qui est un joli mot. Moi, des fois en chinant ou en allant au puce, je trouve du cuir et puis il est bleu alors que j'ai besoin de faire de la peau. Donc bon, les marionnettes ont une peau bleue. Et puis finalement, ça a du sens et ça raconte quelque chose. Donc il y a ça. Et puis je suppose que j'ai l'influence au départ de Walt Disney, parce que j'étais un peu baignée là-dedans quand j'étais petite. Je pense que ça marque très profondément le style de dessin. Celui de mon père, je pense aussi, qui était un peu dans la caricature ou dans les choses très très réalistes, très précises. Noir et blanc, donc j'ai quand même eu toujours du mal avec la couleur un peu. Et puis Philippe Gentil, l'esthétique de ces marionnettes, elle est très forte. Même si elles sont pleines d'influences diverses, il y a quand même ces grands yeux, ces bras immenses, ces mains qui n'en finissent pas. Et j'ai du mal à sortir de là quand même. Et puis là, en travaillant avec la mousse aussi, de plus en plus, voilà, le fait de pratiquer beaucoup, je vais vite et je peux faire vraiment ce que je veux. Là, j'ai plus envie d'aller chercher en construction dans cette chose-là, cette matière-là, et l'emmener dans des endroits où je ne l'ai pas encore poussé. Et ça, j'aurais bien envie d'essayer. Donc, après, les esthétiques, elles viennent un peu de la matière, je dirais, quand même, vraiment beaucoup. On ne fait pas la même chose avec de la mousse qu'avec un modelage en terre et un tirage résine. Voilà, et puis surtout, j'ai beaucoup de mal avec l'informatique, etc. Du coup, je préfère, en fait, et depuis toujours,
j'ai du mal à sortir de ça, me dire, bon, voilà, on me propose de travailler selon cette esthétique-là, ou voilà, la thématique du spectacle, ça va être ça. Je m'assois devant ma bibliothèque, alors j'ai pas une bibliothèque immense, mais j'ai des livres auxquels je tiens, que j'aime beaucoup, que j'ai achetés pour des précédents spectacles. Et je me dis, bon, voilà, alors, avec ce fil-là nouveau, qu'est-ce que je sors de ma bibliothèque comme livre pour en tirer quelque chose? Et comme c'est réduit, ça donne toujours des choses surprenantes, parce qu'une chose m'amène à me dire, ah mais oui, mais j'avais ce bouquin-là sur ça, et quand elle parlait des sculptures archaïques grecques, celui-là, je l'ai épluché aussi, des Cyclades, oui, de la Grèce antique et archaïque, oui, c'est vraiment... une chose dans laquelle j'ai été beaucoup puisée. Il y a Messerschmitt, un sculpteur aussi, qui faisait des visages grotesques, avec des expressions très, très étirées. Ça, c'est Damien Bouvet, qui joue ici, qui m'a offert le livre. Et puis quelqu'un qui s'appelle McCurtis, McCurry, je sais plus, un photographe qui fait des portraits extraordinaires. Et là, c'est pareil, c'est un livre qui est tellement usé à force de le feuilleter, d'avoir de la terre dessus. Voilà, et puis des magazines, des Géo, des Beaux-Arts, des Vogue, tous les magazines de mode, à déchirer, à coller, à faire des panneaux sur les murs avec plein de photos comme ça. Et ce qu'on me demande, c'est souvent réaliste, quand même. J'aimais bien le côté... non, la marionnette, c'est pas réaliste. Je me suis dit, ouais. Et ben voilà. Mais bon, j'essaie toujours de tirer ça quand même vers quelque chose de pas... Dans les proportions, en tout cas, pas qui colle pas trop à de l'échelle 1-1. Voilà. Quand vous parlez de mousse, c'est de la mousse que vous sculptez ou Oui. c'est de la mousse que vous insufflez dans un moule? Non, c'est de la mousse que je sculpte. La mousse que j'insuffle, enfin la mousse expansée Oui, que vous sculptez. à 2 composants, je ne fais pas. Ouais. Il y a, je crois, pas mal d'autres constructeurs dans la salle. Voilà, peut-être qu'ils ont envie de rebondir un peu sur des choses qui ont été dites là. Ou peut-être aussi des gens qui ont des questions sur ces matières, ces influences. J'ai une question sur le documentaire, félicitations d'abord, ce magnifique documentaire. Est-ce qu'il y a une distribution possible dans le circuit télévisuel, par exemple? Est-ce que c'est un travail qui mérite d'être distribué? C'est assez complexe. Moi, dans un réseau télévisuel, j'y crois pas tellement. Et je n'ai pas les moyens de faire les démarches nécessaires pour que ce soit possible non plus. Après, ce film va être distribué. Il y a plusieurs structures qui souhaitent le recevoir. Pour le moment, beaucoup des structures marionnettes théâtre. J'espère bien que dans un réseau cinématographique, ça puisse se débloquer un petit peu, mais comme je suis toute seule à faire la diffusion et la distribution de ce film, et bien ma foi, par moment, je rame. Donc ça prend un petit peu de temps. Et voilà, mais en fait, moi, je suis j'étais intimement persuadée de la nécessité de faire ce film, sinon on ne se serait pas accroché avec toute l'équipe pour réussir à le mettre à jour. Et je trouve que le succès qu'il a, qui est très confiné à la marionnette, je pense montre bien l'intérêt du public et l'intérêt d'une profession pour les questions de construction, en fait. Moi, j'imagine pas que c'est parce que j'ai réalisé un film qu'il y a autant de monde que ça intéresse. Je crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment parce que le sujet interpelle, parce que voilà, ça va me faire rebondir sur quelque chose. On est un groupe de constructeurs au sein de TEMA, qui est l'association professionnelle des marionnettistes, que Alexandra devait présenter là, mais en fait elle n'a pas pu venir, donc je vais... Voilà, enfin...
Et en fait, on se réunit depuis un petit moment déjà pour essayer de structurer et de mettre en avant notre métier. Et je pense qu'il y a de plus en plus de... Enfin, voilà, il y a un besoin actuel de faire parler des constructeurs et des constructrices pour tout un tas de raisons. Et du coup, ça, voilà, même si moi au départ, j'ai pas cherché à réaliser ce film pour ça, je suis assez heureuse qu'il puisse servir aussi à ça en fait. Et voilà. Je ne sais pas comment poursuivre cette phrase. Aide-moi. Oui. Je voulais juste te poser une autre question sur le documentaire. Enfin, évidemment, il y a le côté construction qui est super intéressant. Et je voulais aussi savoir pourquoi tu as voulu le faire sur 3 femmes constructrices. Si il y a vraiment une question de besoin de visibilité des femmes marionnettistes qui sont en général, les noms sont moins reconnus, surtout de cette génération, surtout de la génération dont viennent ces 3 femmes. Je voulais juste avoir plus de tes pensées sur ce sujet-là, de femmes marionnettistes, visibilité dans le milieu, tout ça. Alors, en fait, moi, si j'ai eu l'idée de ce documentaire, c'est parce que il y a quelques années, je travaillais au Théâtre aux Mains Nues, qui est un théâtre fondé par Alain Recoing, qui est un marionnettiste extrêmement connu. Et dans mes missions, je devais m'occuper des archives de la carrière de cet homme-là. Et en rangeant toutes ces archives, je suis tombée sur sa femme, en fait, qui venait régulièrement au Théâtre aux Mains Nues, qui venait vérifier que ses marionnettes étaient bien entretenues, etc. Et je me suis rendu compte qu'elle était absolument... Enfin, elle n'est pas jamais nommée, on ne peut pas dire ça comme ça, mais qu'elle était très très peu nommée et mise en avant par rapport à tout ce qu'elle avait pu faire dans la carrière d'Alain Recoing. Et c'est sûr que pour moi, ça a été un point de départ. Je me suis dit, ce n'est pas possible de laisser Maryse Lebris silencieuse par rapport à la carrière qu'elle a pu mener auprès de son mari. Et dans le même temps, et pour d'autres raisons, je me suis rendu compte que dans mon parcours personnel, dans ma formation, s'il y a des gens qui m'ont donné envie de faire des marionnettes, c'est bien Émilie Valentin et Greta Brugmann. Et de fait, ce sont des femmes. Et et puis je me suis dit à ce moment-là, c'est pertinent de faire ces portraits croisés. Bon, en l'occurrence, on ne peut pas dire qu'Émilie Valentin soit quelqu'un de particulièrement invisibilisé et qu'elle ne s'exprime pas sur son travail. Mais par contre, Greta est effectivement quelqu'un de très discret qui est pas forcément... en fait, elle co-dirige la compagnie avec Sylvie Haussmann. Et c'est souvent Sylvie Haussmann qui présente la compagnie et pas forcément Greta qui est à l'atelier. Pas que à l'atelier en fait, mais beaucoup à l'atelier. Et voilà, et en fait, une fois énoncé cette envie, il a fallu à un moment donner un peu des arguments plus intellectuels, je dirais, pour défendre cette proposition de film. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches à l'Institut, notamment. Alors au départ, c'était surtout pour trouver de la matière par rapport à Maryse, qui n'en donne pas beaucoup, on va dire. Et j'ai lu plusieurs choses comme ça sur le fait que on va dire, dans des familles de montreurs de marionnettes, c'est souvent les femmes qui construisent et que souvent on les a oubliées au générique, on va dire. Et c'est marrant parce qu'il y avait Joël Hudevol qui était là à la projection. Joël Hudevol est le directeur du département des arts du spectacle de la BNF et qui s'intéresse beaucoup aux marionnettes. Et lui me disait écoute, c'est quand même vachement intéressant parce qu'en ce moment je travaille sur Bati. Donc Bati qui est un montreur de marionnettes qui a fait partie aussi d'une histoire théâtrale, je ne vais pas développer là-dessus, mais il me disait justement en ce moment j'ai une vraie problématique parce que je me rends compte de la place de la femme de Bati dans son parcours et je ne trouve rien sur elle. Et voilà, donc je pense que ça a du sens de rassembler des femmes autour de ce type de questions. Alors après, je ne pense pas que cette situation soit spécifique
au métier de la marionnette. Je pense que c'est des choses qui se retrouvent dans tout un tas de domaines. Que évidemment, il n'y a pas que des femmes qui construisent des marionnettes. De fait, il y en a quand même beaucoup. Quand on se retrouve aux réunions de constructeurs, heureusement qu'Arnaud est là ou Pierre Gosselin, parce que sinon on serait quand même beaucoup entre femmes. À l'école de Charleville, les promotions, Ouais. beaucoup de filles. Et voilà, donc après, moi, j'ai pas forcément les outils pour développer au-delà de ce que je suis en train de dire. Ça m'a beaucoup questionnée, parce qu'en fait, il y a aussi une chose, c'est que moi, je me suis dit, ben, on va faire les portraits de Maryse, Émilie et Greta, et puis en fait, en vrai, c'est plutôt les gens à qui j'ai parlé de ce projet, etc., qui m'ont dit, bah, c'est des femmes. Il faut que tu parles des femmes, parce que dès qu'on fait quelque chose sur les femmes, il faut l'axer là-dessus. Et en fait, bah, moi, ça m'a donné un peu du grain à moudre là-dessus. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout des grandes artistes et que voilà, simplement, elles méritent qu'on voit leur travail et qu'on écoute ce qu'elles ont à dire sur leur travail. Voilà. Je ne sais pas si y a des choses à rajouter là-dessus. Oui ? Eh bien, moi, je vais dire tous mes compliments. Et je connais bien ces femmes. Peut-être tu peux te présenter, parce que je pense que c'est important. Je vois ce photographe. Et j'ai eu la chance, mais vraiment super, de pouvoir rencontrer et travailler avec elle. Et je suis mais ravie que tu aies pu faire ce film. Et que ce film donne effectivement l'image de trois femmes très différentes. Je me disais, tiens, pourquoi pas, je pense que c'est le début de quelque chose en plus. Tu vois, ces trois femmes. Après, un autre film sur d'autres constructeurs, constructrices, ce que tu veux, mais c'est intéressant. Parce qu'effectivement, c'est un peu la curiosité aussi, tout d'un coup, on voit l'envers du décor. Enfin, c'est pas l'envers, c'est avant le décor. Et je pense que tout le monde est curieux effectivement de connaître ça quand on va voir des spectacles et qu'on n'a pas pu aller voir avant la construction et tout. Et là, tu nous donnes cette possibilité-là à travers le cinéma. Et encore une fois, bravo. Et donc, je sais pas, ça peut être le fil pour d'autres films. Je suis désolée, c'est du travail. En tout cas, bravo aussi à l'équipe que je ne connais pas, mais l'équipe qui a donc, il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont travaillé autour de, donc à la caméra, au montage, enfin après à tout ça, bravo. Je ne les connais pas, mais... Bah, c'est sûr que ce documentaire mérite une suite. Parce que Les élèves, autant il est important et intéressant de voir comment sont créées les marionnettes au départ, mais comme justement l'idée c'est de les créer avec la perspective d'un mouvement, comme on ne les voit pas en mouvement dans le film, on se rend moins compte de l'intérêt de cette préoccupation. Ouais. Donc, et même au moment où je ne sais plus qui fait marcher la marionnette, elle marche. Mais on ne voit pas comment elle marche, comment elle fait, comment elle manipule. Parce que je pense qu'il va y avoir un balancement de la manette qui va dessus, qui permet de faire avancer la marionnette. C'est ça, je pense. Mais ça, vous ne le montrez pas. Et c'est dommage parce que là, on est frustré de quelque chose. Et on se dit, ce serait bien que dans une deuxième, dans la suite, on arrive à aller voir dans le Castellet, ou dans arriver à ce qu'il y ait une plus grande, un élan par rapport à ça. C'est une idée, hein, mais c'est facile à dire. Et d'autre part, j'ai bien aimé l'idée aussi de dire qu'au départ, il y a une histoire. Donc on crée pas des marionnettes comme ça, sans avoir au départ l'idée de les mettre en scène, l'idée de faire un spectacle. Et alors, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de femmes, oui, mais il y a peu de mecs qui ont fait couture au collège. Il y a très peu de Ça se fait plus d'ailleurs. qui ont fait couture. C'est très important la couture. Très important dans la réalisation des marionnettes. Si on fait une allusion à l'écrit,
en voyant ça, je pensais à... Moi, j'ai découvert récemment Richard Sennett, ce que c'est la main. Et ça m'a envoyé sur un autre auteur qui s'appelle Arthur Buckman, voilà, qui explique dans son livre le métier de charpentier. Il a découvert le métier de charpentier. Et il disait qu'il y avait quelque chose autour, justement, du travail, de la question de la main, qui est sans doute un fil qui pourrait peut-être faire l'objet, effectivement, de futurs travaux. Oui. Voilà. Quelle note. C'est-à-dire que pour Ouais. éventuellement pour les voir, je dirais peut-être plus en action de fabrication et même de tester le mouvement. Par exemple, quand on construit, il y a plein de moments où on s'arrête pour regarder comment ça se passe, comment le poids, comment ça s'équilibre ou pas, quel mouvement se met en place naturellement. Ça veut dire du temps, ça voudrait dire pouvoir aller les voir sur une construction, mais à des rendez-vous réguliers dans le temps et voir la chose avancer. Or là, c'est plus en fait un portrait, j'imagine que tu les rencontres à un moment et elles donnent dans ce moment-là le maximum d'informations possibles. Et elles ont été très généreuses. Mais, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'objet fabriqué qui a été fabriqué avant et il y a la parole des gens et il y a peu d'objets en train de se fabriquer ou pourquoi pas même après en cours de travail plateau ou même le dialogue avec d'autres. Tu vois, parce que le dialogue aussi avec le metteur en scène, il est super important quand on montre une étape de travail et puis comment les gens réagissent et puis ce qu'on dit de ce personnage ou pas, enfin ce qu'on attend de lui. Tout ça, là, c'est pas présent non plus, cette chose-là. Bah, ça l'est pas, notamment parce que... alors, Émilie a le dialogue avec elle-même. Et il y a un petit passage sur le dialogue entre Greta et Sylvie, qui effectivement est très court et qui l'est d'autant plus que la marionnette que Greta fabriquait au moment où on était là était une marionnette qui était prévue pour un stage et non pas pour un spectacle. Donc c'est forcément différent. Mais comme tu le dis, c'est des portraits. Et qu'on le sait bien, qu'on a tous que dans nos manières de travailler, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, mais on a aussi beaucoup de choses où on travaille de manière dans des conditions et de manière très différente. Et en l'occurrence, voilà, là, ça n'est jamais que le travail de ces trois personnes-là. Et enfin, pour moi, il n'y a aucune envie de montrer... je sais pas comment dire, d'être exhaustif sur la manière dont les constructeurs travaillent. Ça me paraîtrait complètement absurde de se lancer dans un projet pareil. Mais peut-être voilà. on était moins frustrés si on avait vu comment s'est fini les cheveux de la princesse. Je suis tout à fait d'accord. Mais figure-toi que je n'en sais rien. Elle a fini chauve en fait. Oui, elle s'est arraché les cheveux et... Il y en a qui doivent aller Au spectacle. Ouais, il y a des gens qui doivent... On serait bien restés parce que on a encore Je plein de choses. voudrais juste poser une question là, à propos de Maryse Le bris. Lebris. C'est la seule qu'on ne voit pas en interview. Ouais. Il y a une raison pour ça ou... Ah oui, il y a une raison, elle n'a pas voulu qu'on la filme. Ah. C'est une bonne raison. Oui, tout à fait respectable. Hein. Tout à fait respectable. Alors, Maryse et je suis toujours un peu gênée quand on dit que les trois sont de la même génération, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Greta est bien plus jeune que Maryse. Et Maryse... Et qu'Émilie aussi, ouais. Et Maryse, elle a un certain âge. Je pense sincèrement qu'elle a réellement jamais vraiment compris pourquoi je m'intéressais à son parcours et à son travail. Je l'ai évidemment rencontrée plusieurs fois, on a discuté à plusieurs reprises et j'ai fait une interview d'elle avec mon petit micro que j'utilisais pour la première fois, alors certes avec beaucoup de bons conseils, mais voilà, ça se fait pas non plus comme ça. Et en fait, quand je suis... Donc elle m'avait dit qu'elle voulait absolument pas être filmée, ce que je ne pouvais que respecter. Et quand je suis arrivée avec le micro, elle comprenait pas pourquoi je prenais pas des notes, en fait. Et alors je lui ai expliqué pour à peu près
je sais pas, presque 10e fois que c'était pour faire un film, que je voulais faire un film sur elle et Émilie. Alors, il faut savoir qu'il y a des dissensions entre la famille Recoing et Émilie Valentin. Et du coup, Maryse était très surprise de se retrouver dans le même film qu'Émilie Valentin, qui était quand même une femme insupportable, etc. Émilie Valentin se disait, mais pourquoi me mettre dans le même film que Maryse? Enfin, et c'était, voilà, il y a des susceptibilités un peu à gérer comme ça. Et voilà, et en fait, l'entretien a duré un peu plus de 2 heures. Moi, c'était le premier entretien que je menais, j'ai fait de mon mieux. Et Maryse, voilà, elle a un certain âge, elle a des pertes de mémoire qui vont avec cet âge-là, etc. Et c'était pas, je pense qu'elle voulait pas être filmée parce qu'elle savait très bien que ce serait pas évident pour elle de remettre ses souvenirs en ordre. Et voilà, et il manque énormément de choses dans cet entretien avec Maryse. En plus, quand elle dit « j'ai pas enseigné », c'est un mensonge absolu. Enfin, il y a des tas de choses qui ne sont pas sur Maryse dans le film. Voilà, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Pour moi, c'était extrêmement important qu'elle y soit parce que voilà, c'était le point de départ du film, c'était elle. Mais on a très peu de matière aussi parce qu'elle ne cherche pas du tout à mettre en valeur son travail, ne l'a jamais cherché. Elle fabriquait des marionnettes comme elle s'occupait de ses enfants et de son mari, et ça faisait partie de sa vie quotidienne et de son rôle d'épouse en fait. Et du coup, elle ne cherchait pas du tout... Moi, il y a une chose que j'ai regrettée, que j'aurais pu penser à faire, c'est à faire l'entretien en lui amenant les marionnettes qu'elle a fabriquées. Parce que je pense qu'elle aurait, en termes de mémoire, etc., il y a beaucoup de choses qui seraient certainement revenues plus facilement que là où elle était impressionnée par le simple micro et que moi-même j'étais impressionnée aussi, enfin bon, tout le monde était impressionné. Et voilà, donc il manque beaucoup de choses sur Maryse, mais au moins on a ça et c'est voilà. Formidable déjà d'avoir fait ça. Moi je trouve ça formidable. Il a plus de 90 ans. Mais oui, c'est une âgée qui n'a jamais travaillé. Non, c'est super. Et le choix de montrer ces archives, en fait, du coup, ça dit aussi cette non-volonté de se mettre en avant qui est poignante, en fait. On ne peut pas passer à côté de ça. Et qu'il y ait tout le temps Alain Recoing, voilà, je trouve que ça dit beaucoup, finalement. C'est aussi une force du film. Moi, je trouve ça très fort. Ouais. Une seule fois, j'ai eu à demander, on m'a demandé un jour de faire des gaines, et j'ai jamais fait de gaines de ma vie, et donc je me suis dit, il faut que j'aille voir Maryse Lebrun. Et ça a été comme ça aussi, très, très elliptique, mais elle m'a donné son patron. J'étais très fière et très, enfin je veux dire, c'était émouvant. C'est une femme qui ne disait pas grand-chose. Non, c'est une taiseuse, ouais. Vraiment. Et je trouve ça super d'avoir fait. Mais en même temps, c'est marrant parce que quand on discute un peu avec les élèves qu'elle a pu avoir, moi j'ai l'impression d'avoir entendu vraiment des sons de cloche très différents entre de toute façon, Maryse, quand elle donnait un cours, voilà, elle doutait tellement d'elle qu'elle disait toujours peut-être faut faire ci, mais je suis pas sûre, peut-être ça, je suis pas sûre. Et puis d'autres personnes qui disent elle avait des idées très claires, très arrêtées sur le regard, la forme des mains, etc. Enfin, je crois qu'Enat, tu l'as déjà vu donner des cours, Maryse, ou pas du tout? Elle t'a donné des cours. Et enfin voilà, moi j'ai vraiment entendu des choses très différentes à ce sujet-là, et du coup, je ne sais pas, moi je n'ai pas pris de cours avec Maryse. Moi, dans mon expérience, en fait, quand je suis venue à l'école de théâtre Manu, c'était vers 98, je pense que c'était la 2e année de l'école, 3e, elle ne donnait pas des cours depuis longtemps. Et j'avais déjà des techniques beaucoup plus modernes. Mais et j'étais trop jeune et con pour comprendre que ce qui est précieux de sa transmission, c'est pas la technique, mais c'est son ressenti ou sa perception par tout ce qu'elle raconte. Ça ne doit pas être réaliste, tout ça. Bon, aujourd'hui, on sait que tout peut exister. Il n'y a pas une façon, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'elle a trouvé. Et ça m'a un peu bouleversée là d'entendre ce qu'elle a dit, qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas une enseignante pour elle. Elle n'a rien à transmettre.
Et évidemment qu'elle a. Mais j'étais trop con à l'époque pour se rendre compte en fait. C'est ça l'expérience que j'ai avec Marie. Mais il y avait beaucoup de tendresse. Merci beaucoup.